La péninsule italique, et je ne vous apprends rien, se situe au milieu de la Méditerranée. Différentes civilisations vont s'y développer jusqu'au VIe siècle avant notre ère, et il s'agit donc d'un lieu particulièrement intéressant pour voir comment un certain nombre de cultures différentes vont cohabiter pendant un certain nombre de siècles et finalement dans une région qui sera amenée à dominer le monde, c'est-à-dire l'Empire romain. Mon exposé comprendra deux parties. Dans un premier temps, je vais considérer quelles sont justement ces différentes civilisations qui sont au nombre de 4, et dans un deuxième temps, je m'intéresserai plus particulièrement aux origines lointaines de Rome, à la région dans laquelle elle est née, au site sur lequel elle va se développer, jusque donc la fin de la royauté, c'est-à-dire la fin du VIe siècle avant notre ère. Pour la période qui suit, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de traiter en profondeur, en tout cas à destination d'étudiants de l'enseignement supérieur, ce qui va suivre. Je commence donc par les civilisations de la péninsule italique du XIIIe siècle au VIe siècle avant notre ère. Je viens de vous signaler qu'il y a 4 civilisations en fait qui vont s'y développer pendant cette période finalement de 7 ou 8 siècles. L'Italie des montagnes, on va ensuite voir ce qu'il en est de l'Italie tyrrhénienne, c'est-à-dire de la façade maritime occidentale de l'Italie, dans un troisième temps de l'Italie côtière du sud et de la Sicile, et enfin de l'Italie du nord avec la plaine du Pô. Je commence donc par l'Italie des montagnes. Cette Italie des montagnes, qui est très ancienne, se caractérise, et que nous ne connaissons d'ailleurs que par l'archéologie, et non pas par des textes littéraires ou autres, puisqu'il n'y a pas d'invention et d'usage de l'écriture dans cette région à cette période-là. L'Italie, cette civilisation de l'Italie des montagnes, c'est-à-dire des Apennins, se caractérise par le pastoralisme. En effet, les peuples qui vivent dans les Apennins pratiquent la transhumance et sont amenés à se déplacer régulièrement. Cette civilisation est caractérisée également par la pratique de l'inhumation qui va être remplacée plus tard par un autre rite funéraire. Cette région est habitée par plusieurs peuples que l'on appelle des peuples osco-ombriens. On y trouve donc par définition d'abord les Ombriens, mais aussi les Sabins qui vont jouer un rôle important au moment de la création de Rome, et les Samnites. Ces peuples qui vivent dans les montagnes vont dans le courant du 5e siècle se déplacer vers les plaines littorales, c'est-à-dire vers le Latium d'une part
et d'autre part la Campanie. Passons maintenant à l'Italie tyrrhénienne. Cette Italie tyrrhénienne connaît dans un premier temps ce que l'on appelle la culture villanovienne. Cette culture villanovienne est caractérisée, elle non pas par l'inhumation, mais par l'incinération et par le dépôt des cendres dans des urnes. Dépôt des cendres des défunts, bien entendu, dans des urnes. Cette civilisation va se prolonger avec les Étrusques que l'on connaît à partir du 8e siècle, les Étrusques dont l'origine est très mal connue. Certains plaident pour une origine, comment dirais-je, liée à l'Asie mineure, d'autres pour un peuple issu du terroir, si je puis dire, un peuple autochtone, mais antérieur à l'arrivée des Indo-Européens. On n'en sait pas grand-chose, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont fonder un empire important au VIe siècle avant notre ère, avant finalement que cet empire ne décline et soit complètement phagocyté par Rome. Et finalement, les Étrusques vont être assimilés dans la République romaine. On connaît les Étrusques aussi par leurs tombes, qui sont toujours visibles aujourd'hui. Ils pratiquent, comment dirais-je, des rites de fondation. Donc, à l'inverse des civilisations, des cultures plus exactement, que je viens d'évoquer auparavant, ce ne sont pas donc des pasteurs, je fais référence ici à cette Italie des montagnes, ce sont des agriculteurs. Il s'agit ce sont des agriculteurs, mais ce qui les caractérise essentiellement, c'est que ce sont des sédentaires qui vont fonder des villes, avec des rites de fondation, justement, que j'évoquais il y a quelques instants. Ils appartiennent à une civilisation du bronze, ils produisent donc, ils fabriquent des armes en bronze, mais pas seulement des armes, également d'autres objets. Ils fabriquent également ces objets en terre cuite, donc ils pratiquent la céramique. Et enfin, ce sont des marins. Alors ce sont des marins, comment dirais-je, qui ne correspondent pas toujours à la vision peut-être très policée que nous en avons. Il y a des commerçants, bien sûr, mais ils pratiquent aussi la piraterie. Enfin, l'Étrurie est riche par son exploitation des mines. J'en arrive maintenant à la troisième culture, de haut niveau d'ailleurs, qui vient d'une autre région, c'est la culture grecque. En effet, dès le milieu du 8e siècle avant notre ère, des cités grecques, puisque vous savez que la Grèce ne constitue pas un État dans l'Antiquité comme aujourd'hui. Il s'agit d'un territoire qui dépasse largement d'ailleurs la Grèce continentale et qui va, qui comprend un certain nombre de cités-États. Cités-États qui sont très nombreuses d'ailleurs, il y en a qui sont presque microscopiques, et d'autres qui vont prendre de l'ampleur sur le plan territorial. Je pense d'abord, bien sûr, à l'Attique, donc la cité athénienne, et à d'autre part à la cité de Sparte. Les Grecs vont apporter, sur le plan culturel, l'écriture, que les Étrusques possèdent aussi, mais qui est issue, leur écriture est issue du grec, justement.
Il pratique des cultes de fondation également lorsqu'il crée des colonies. Il commerce essentiellement dans le domaine de la vente de poterie, de la céramique, donc au départ de la terre cuite. Ce sont des grands marins. Et comme je vous disais, la présence des Grecs déjà en Campanie, c'est-à-dire dans la région que nous sommes en train de considérer en approchant justement les origines de Rome, va connaître donc l'installation de Grecs qui viennent des Chalcidiens, qui s'établissent à Cumes au milieu donc du 8e siècle avant notre ère. Enfin, quatrième civilisation, qui est la plus tardive, en Italie du Nord, des Celtes, d'origine indo-européenne, s'établissent dans la plaine du Pô. Ce sont donc des Gaulois, et ils s'y établissent dans le courant du VIe siècle. Ils auront un rôle dans l'histoire de la Rome naissante au début de la République, puisque en 390, ils vont lancer une expédition jusqu'à Rome. C'est le célèbre épisode des oies du Capitole qui a été romancé par la suite. Voilà. Nous en arrivons maintenant à la deuxième partie de la leçon. Je vous avais dit que dans un premier temps, il ne s'agit pas vraiment de planter le décor comme aurait fait jadis, il y a plus d'un siècle maintenant, Vidal de Lablache, lorsqu'il comment dirais-je, il peint le tableau géographique de la France avant que différents historiens sous la direction de Lavis n'écrivent des chapitres sur l'histoire de France. Mais il s'agissait de comprendre que Rome ne naît pas dans un espace vide sur le plan culturel, sur le plan commercial. L'Italie possédait déjà une riche culture, fragmentée sans doute, mais où les contacts vont devenir de plus en plus fréquents. Deuxième partie donc de mon exposé, où il va s'agir d'exposer ce que l'on sait sur la naissance de Rome, en partant bien entendu de la région dans laquelle elle est née, à savoir le Latium, pour progresser vers la naissance de ce milieu urbain, de la ville de Rome, et de voir par qui elle a été dirigée dans le dernier siècle, si je puis dire, de son histoire dépendante, puisqu'elle ne sera indépendante qu'à partir de l'extrême fin du VIe siècle, en 509, lorsque les Romains, plus exactement l'aristocratie romaine, va se révolter contre le dernier roi étrusque. Les origines du site, tout d'abord. Donc c'est la période qui couvre le XIIIe, VIIe siècle, plus précisément même la période du Xe, VIIe siècle, même si pour le Latium on trouve déjà des traces de présence humaine dès le XVIIIe et XVIIe siècle avant notre ère. Alors le Latium, c'est donc cette partie centrale de l'Italie, en façade de la mer Tyrrhénienne, donc à l'occident des Apennins, qui va progressivement évoluer vers une civilisation urbaine. On peut distinguer deux phases dans l'histoire du Latium jusqu'à la fin du 7e siècle.
Une première phase qui couvre donc la période du XIIIe au IXe siècle, et une deuxième phase, nettement plus courte, celle du 8e et du 7e siècle, à propos de laquelle on sait plus de choses, mais on sait plus de choses grâce à l'archéologie ou grâce à l'interprétation de textes qui doivent être soumis à une critique serrée, parce qu'il s'agit de textes bien postérieurs à la période considérée. Donc là, c'est l'archéologie qui nous informe avant tout. Ceci dit, les textes peuvent faire l'objet d'une étude, alors je dirais presque psychanalytique, comme Georges Dumézil l'a pratiqué pour l'ensemble de la mythologie indo-européenne. Donc du XIIIe au IXe siècle, que sait-on? On sait tout d'abord que dans le Latium, il y a un habitat ancien du XIIIe au XIIe siècle, que des nécropoles sont présentes dans des villages dès le Xe et le IXe siècle, donc dans les siècles qui suivent. Et lors de la seconde phase que j'annonçais tout à l'heure, du 8e au 7e siècle, dans la plaine du Latium, on voit se constituer une fédération de peuples de la nation latine, ce que l'on appelle en latin le nomen latinum. Donc le terme nomen peut être traduit par le terme nation, et non pas littéralement, quand on pense à l'étymologie qui a donné directement le terme nom en français, nom. C'est ainsi qu'à la fin du 7e siècle, on voit des centres urbains qui se créent, où existe manifestement une classe dominante, donc on est bien dans une société de classe. Alors, le nomen latinum, c'est-à-dire donc la nation latine, comprend, si l'on suit la légende, une trentaine de peuples, et ces peuples, ou plutôt ces groupements, ces populations qui appartiennent donc au nomen latinum, pratiquent des cultes qui sont pratiqués, célébrés en commun. Donc la religion est le lien étroit qui réunit à certaines occasions donc tous ces peuples qui sont des grandes tribus, si vous voulez. Alors la ligue de ces peuples latins, du nomen latinum, prend un certain nombre de décisions sur le plan politique et sur le plan militaire. Maintenant, Rome. Rome, au départ, n'est qu'une petite localité parmi d'autres à cette époque-là. Elle est située, elle est localisée au croisement de deux routes, si vous voulez, ou plutôt de deux axes de circulation, de deux voies, c'est plus précis, parce que le terme route pourrait faire penser à une réalité qui n'est pas celle de l'époque. Effectivement, à l'endroit où Rome va être fondée, il y a un passage plus aisé du Tibre, où Rome va donc être fondée, justement, et c'est également un endroit qui permet de remonter le Tibre jusqu'aux salines qui se trouvent à l'embouchure de ce fleuve. Voilà. Alors, on connaît la légende de la fondation de Rome. Est né un Troyen au moment de l'incendie de sa cité de Troie, part avec son père, avec son fils Ascagne,
et son père Anchise et son fils Ascagne, autrement dit Iulius, c'est l'ancêtre mythique de la gens Iulia, c'est-à-dire celle à laquelle vont appartenir les premiers empereurs de Rome, à partir de César qui lui-même n'est pas empereur au sens strict, il est empereur au sens latin du terme imperator, puisqu'il a été commandant en chef d'armée. Il a été dictateur aussi, mais le premier empereur, c'est donc Auguste, qui est son fils adoptif, tout ça se situant donc au 1er siècle avant notre ère. Mais l'époque dont je vous parle est bien antérieure. Et donc Énée part, sous la protection de sa mère, Aphrodite, la déesse, et il va, un peu comme Ulysse, parcourir la Méditerranée occidentale, va dans un premier temps aboutir à Carthage, dont la légende raconte que sa reine, Didon, va tomber amoureuse plutôt. Il part de Carthage, Didon se suicide, il comment dirais-je, va s'établir dans le Latium, où il va fonder l'établissement, l'Avinium, et à partir de là, et puis Albe la Longue, et ce sont ses descendants, Romulus et Rémus, qui vont fonder la ville de Rome elle-même. On sait qu'il s'agit d'un mythe de fondation, donc il ne faut évidemment pas prendre ça à la lettre, même si dans toute mythe il y a des éléments légendaires et peut-être même quelques éléments historiques, mais enfin il faut prendre ça évidemment au 3e ou au 4e degré, ça va de soi bien sûr. Romulus et Rémus sont deux jumeaux qui avaient été abandonnés sur le Tibre par leur mère, Rhea Silvia, et ils arrivent donc, dit la légende, sur, comment dirais-je, à Rome, qui n'existe pas encore en tant que tel. Ils sont recueillis par une louve, mais on sait que le terme loupa en latin de signification, celui de louve, mais aussi celui de prostituée, et donc là, ils sont élevés par cette louve dans une grotte, et une fois adultes, ils vont donc créer cette ville de Rome, avec un épisode célèbre aussi, c'est qu'en traçant le sillon de la Rome primitive, la Roma quadrata, c'est-à-dire la Rome carrée, Rémus, donc un des deux jumeaux, saute au-dessus du sillon, commettant ainsi un acte sacrilège aux yeux de Romulus qui le tue, et il se trouve donc seul maître du lieu. L'idée du meurtre entre deux frères est quelque chose de fréquent dans la mythologie. Pensez à Seth et Osiris dans la mythologie égyptienne, pensez à Caïn et Abel dans la Genèse biblique. Donc c'est quelque chose qui, plus vraisemblablement, n'a évidemment aucun fondement historique, mais qui est important du point de vue historique, parce que du point de vue de l'imaginaire politique, c'est l'acte de fondation de la ville de Rome. L'archéologie nous prouve d'ailleurs, nous confirme d'ailleurs que c'est au moment où, d'après la légende, Rome a été fondée,
que l'on trouve un certain nombre d'éléments qui corroborent tout à fait l'hypothèse que Rome finalement aurait été créée au milieu, enfin dans le courant du 8e siècle avant notre ère, la date officielle étant de 753, cette date servant aussi à dater des événements importants, ab urbe condita, c'est-à-dire à partir de la date de fondation de la ville, de l'Ourbe, c'est-à-dire de Rome elle-même. Il y avait déjà, cependant, dès le Xe siècle, la présence d'un habitat permanent, comment dirais-je, sur le site de Rome, et des villages de cabanes se trouvaient sur les collines entourant donc cette région marécageuse où le forum d'ailleurs va être construit. Romulus donc crée la ville de Rome sur le Palatin. Ce qui est sûr, alors là d'un point de vue historique, c'est que la cité est formée à la fin je dis bien est formée, je ne parle pas ici de la date de création, est vraiment formée au sens propre du terme à la fin du 7e siècle et dans le courant du 6e siècle avec les rois étrusques, parce que les Étrusques avaient créé, ou plutôt s'étaient établis sur cette tête de pont qui était tout à fait au sud de leur empire, si je puis dire, même si les Étrusques n'ont jamais formé un seul État. D'ailleurs, les textes grecs font référence à une dodécapole, c'est-à-dire à une fédération de 12 villes. La période étrusque, donc, son apogée, c'est le 6e siècle. Sur le plan topographique, et en me limitant ici à la Rome proprement dite, au site de Rome proprement dite, on observe que le forum, qui était un lieu où des tombes avaient été établies, à partir de la fin du 7e siècle avant notre ère, ce forum devient le lieu d'une part de la regia, c'est-à-dire du palais royal du roi étrusque, et d'autre part un lieu où des petits sanctuaires sont remplacés par des temples au sens propre du terme. À ce moment-là, le forum devient un vrai centre politique. À la fin du VIe siècle, donc sous le dernier Tarquin, et donc, juste avant la naissance de la République romaine, la guerre Romanus, c'est-à-dire le territoire de Rome, correspond ou correspondrait à 800 km². Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas rien quand même. Il faudra encore un bon siècle et demi pour que Rome devienne une puissance italique, la puissance italique. Il faudra encore 2 siècles, un siècle et demi, parce que les 2 premiers siècles de la République romaine, ou en tout cas le premier siècle et demi de la République romaine, à cette époque-là, Rome doit se battre contre ses voisins immédiats. Donc il ne s'agit pas encore de cette puissance qui, à partir de la première moitié du IIIe siècle, sera en état de se battre contre une grande puissance de la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire Carthage, puisque les guerres puniques commencent en 262. Toujours avant Jésus-Christ, cela va de soi.
Alors, sur le plan politique, qui est ce roi étrusque? Quels sont les pouvoirs dont il dispose, ou plus exactement, qu'il s'est attribué? Il s'agit d'un roi prêtre, et il ne s'agit pas de quelque chose qui est particulièrement original pour cette époque-là. Le pouvoir exécutif est presque toujours lié à la fonction sacerdotale et à un fondement religieux qui légitime la prise de pouvoir. Pensez aux civilisations proche-orientales, pensez également à la royauté en Grèce, et qui va garder quelques traces lorsque la démocratie va être établie à Athènes, d'une fonction religieuse avec l'archonte roi, qui garde des fonctions religieuses justement, et qui est l'héritier de cette fonction qui avait disparu à ce moment-là. Donc, et d'ailleurs, Georges Dumézil, dont je vous montrerai deux gros ouvrages tout à l'heure, a bien montré que dans la mythologie, dans les mythologies indo-européennes, il y a un élément commun, c'est une hypothèse, mais qui semble validée en tout cas par les nombreuses démonstrations de cet auteur, de ce grand mythologue helléniste, mais qui connaissait une cinquantaine de langues indo-européennes, donc qui semble bien établie, c'est la fameuse idéologie trifonctionnelle, où justement le pouvoir royal est lié à la fonction sacerdotale. Souvenez-vous, lorsque vous aviez étudié en secondaire aussi la civilisation grecque, on formulait l'hypothèse que la, entre guillemets, salle du trône du roi crétois, mais les Crétois, je n'étais pas un Européen, en tout cas, on n'a pas d'éléments pour le prouver, en tout cas, eh bien, cette salle du trône dans le palais de Knossos était sans doute un sanctuaire. Et donc, le roi crétois lui-même devait avoir toute une série de fonctions cérémoniales. Donc là, il n'y a pas de, je dirais, de distinction par rapport à ce qui a pu exister dans d'autres régions du monde et dans des cultures jusqu'à une époque tout à fait récente, même encore aujourd'hui, même en Belgique. Il est très difficile de séparer la fonction sacrée du roi de ses pouvoirs profanes, quand vous pensez qu'il y a toujours un Te Deum au moment de la fête de la dynastie et le 21 juillet, c'est-à-dire le moment où l'on commémore donc l'indépendance de la Belgique, ou plus précisément, non pas son indépendance, mais la prestation de serment de son premier roi, Léopold Ier de Saxe-Cobourg-Gotha. Donc vous voyez l'idée de souveraineté qui comprend en elle-même le pouvoir sacral est quelque chose que l'on comprend du point de vue idéologique, car tout pouvoir a besoin, même les dictatures, d'avoir un fondement idéologique. Quand on parle de culte de la personnalité pour quelques dictateurs du XXe siècle, on voit très bien que ces personnes, que ces dictateurs sont auréolés d'un caractère presque mystique de la part de leurs fidèles, ou qu'en tout cas on essaye d'imposer aux habitants de leur empire. Voilà. Donc si j'insiste aussi longuement, vous comprenez bien que
en faisant cette digression à travers le temps et à travers les cultures, c'est pour mes étudiants et pour ceux qui m'écouteraient ici, pour montrer que cette séparation de l'Église et de l'État est une histoire universelle et qu'il ne s'agit pas d'un phénomène restreint dans le temps et dans l'espace. Donc, le roi étrusque est un roi prêtre et qui, à ce titre, dispose de deux pouvoirs. Ou plus exactement, son pouvoir repose d'une part sur l'imperium et d'autre part sur l'hospicium. Alors l'imperium, c'est le pouvoir de commander, de contraindre, d'exercer une coercition. Donc c'est un pouvoir qui évidemment n'a rien de démocratique, on l'aura compris. Quant à l'hospicium, c'est le droit, c'est la capacité de prendre l'avis des dieux lorsqu'un acte public doit être posé. Donc là, ici, on voit donc très clairement ce que j'expliquais il y a un instant, c'est que la force doit être justifiée par une décision d'origine divine. Donc c'est une justification, une légitimation d'ordre idéologique qui permet, si je puis dire, de faire passer la pilule. Ceci dit, évidemment, tout le monde y croyait à ce moment-là, y compris par le premier intéressé, qui ne manipulait pas du tout son peuple à ce moment-là. Il y croyait lui-même fermement. Il n'y a pas de raison, en tout cas, d'en douter. Donc retenez bien l'imperium et l'hospicium qui vont rester dans l'histoire romaine des éléments essentiels du pouvoir des dirigeants. Alors, dans cette Rome étrusque du VIe siècle avant notre ère, apparaissent aussi, d'une part, le Sénat et d'autre part, le peuple. Alors, quand je dis le peuple et le Sénat, il faut bien entendre ces termes dans la langue latine. Le Senatus, étymologiquement, ce qui signifie l'assemblée des Senex. Un Senex est un vieillard, autrement dit quelqu'un qui, par son âge et par le pouvoir qu'il exerce lui-même sur sa familia, a une auctoritas, donc a une autorité, il a potestas également, il a le pouvoir. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui domine un groupe. Et autrement dit, le Sénat, c'est le regroupement des chefs de famille, des patres, c'est-à-dire les pères, des chefs de famille des familles, ce qu'on appelle aussi des familles romaines. Les familles romaines, ce sont donc les gentes dont je vais vous reparler dans quelques minutes. Le Sénat ne semble avoir eu qu'un rôle de conseil auprès du roi. Il semblerait, évidemment, vous comprenez bien que l'on doit toujours parler de manière hypothétique pour des époques aussi reculées. C'est pas tant qu'elles sont reculées, c'est parce que l'on manque de texte, tout simplement, ou tout simplement parce que l'on doit interpréter des textes qui sont bien postérieurs et qui sont soumis donc à la critique historique. Donc tout cela est à titre hypothétique. On serait passé d'une centaine de patres, donc de chefs de famille constituant le Sénat, à 300 dans le courant du VIe siècle. Alors à côté du Senatus, il y a aussi le Populus. Le Populus, c'est donc le peuple, mais vous savez que le peuple, ce terme que l'on utilise couramment dans les langues modernes, en français en particulier, renvoie à une réalité aujourd'hui qui n'est pas celle du tout des peuples, justement, des populations, des cultures de jadis.
je vous ai expliqué que dans le cadre de la civilisation grecque, et même de son ancêtre, si l'on pense aux Mycéniens, on trouve déjà dans les tablettes mycéniennes, donc au XIIIe siècle avant notre ère, le terme damos, donc en linéaire B, qui est l'ancêtre du mot démos, en grec archaïque, puis en grec classique, qui signifie peuple, mais ce peuple ne représente qu'une fraction tout à fait minime des habitants de l'Attique à Athènes, puisqu'il faut supprimer les esclaves, qui sont en très grand nombre, il faut supprimer également les étrangers, les métèques, il faut supprimer également les femmes, les enfants et les adolescents jusqu'à 18 ans. Donc ça veut dire que le démos représente très très peu de choses, ce n'est pas la population, c'est un peuple restreint qui a vocation à donner son avis, à délibérer dans les assemblées et à être éligible. Rien de plus. Le populus à Rome, c'est la même chose. Le populus à Rome, ce ne sera pas l'ensemble des citoyens de Rome. Des citoyens, je veux dire des habitants de Rome, ce sont justement les citoyens. Ce populus, en fait, il va, comment dirais-je, être divisé en classes censitaires et également en tribus. Ce serait Romulus qui serait à l'origine de tout cela, mais il faut attendre les réformes de Servius Tullius au VIe siècle pour que on y voit un petit peu plus clair. En effet, il faut distinguer les classes des tribus. Alors, à l'origine, donc à l'époque de Romulus, si l'on suit la légende, il y aurait eu deux classes. Il y aurait eu deux classes. C'est-à-dire, d'une part, les riches, c'est-à-dire ceux qui étaient capables de se payer un armement lourd, et d'autre part, ceux qui ne pouvaient pas, et qui par conséquent étaient regroupés dans une seconde classe. Avec Servius Tullius, on serait passé à 5 classes, donc plus tard, après Romulus, et ces 5 classes comprendraient donc tous ceux qui disposent de certains revenus, ce qui veut dire que les plus pauvres sont exclus de l'armée, et parallèlement à cela, des tribus sont créées non pas sur base de la richesse, donc il faut savoir qu'à Rome, ce sont les riches qui décident très clairement. Il y avait donc 4 tribus urbaines et 10 tribus rurales qui, au début du 5e siècle, en 485, seraient passées à 17. Je parle ici des tribus rurales. Donc, si on fait le total de tout ceci, et ça va être important effectivement pour les premiers siècles de la République romaine, qui est une oligarchie très clairement, c'est-à-dire une république qui n'a rien de démocratique, mais qui est une république dirigée par les plus riches. Il faudra d'ailleurs du temps, mais ça c'est un autre chapitre à la plèbe, pour disposer de l'ensemble des droits du patriciat. Il faudra attendre les années 340 avant notre ère pour que même les mariages puissent se faire, les unions conjugales puissent se faire entre le patriciat et la plèbe, dont je ne vous ai pas parlé ici parce que ce n'est pas mon sujet, puisqu'on se situe au VIe siècle, on s'arrête ici au VIe siècle avant notre ère, et donc en fait à Rome, le pouvoir est entre les mains des riches,
et il y a une domination donc de la ville sur le plat pays, enfin sur le plat pays si je puis dire dans ces régions-là, sur l'arrière-pays si je puis dire par rapport à la ville. Le terme plat pays a du sens dans mon pays, la Belgique, mais évidemment dans l'Italie centrale ça n'a aucun sens, bien entendu. La société est donc composée et dirigée par une aristocratie. L'aristocratie, c'est ce qu'à Rome, à Athènes, on appelle les kalloi kagatoi, c'est-à-dire les kalloi kagatoi, c'est-à-dire les beaux et bons, c'est-à-dire les meilleurs, autrement dit, les aristoi. Alors, l'aristocratie appartient donc, c'est une noblesse héréditaire qui comprend donc qui est composé de gentes, c'est-à-dire de familles élargies, c'est-à-dire les patriciens. Le terme patricien vient bien sûr du terme patres, qui veut dire les pères. Alors, une gens comprend tous les membres d'une famille qui se revendique d'un ancêtre commun, un ancêtre mythique. J'ai fait référence tout à l'heure au fils d'Énée, à Jules, autrement dit, qui est mythiquement l'ancêtre de Jules César et d'Auguste. Et d'autre part, outre la famille élargie, on y trouve les clients de la famille, c'est-à-dire les dépendants. Donc une gens ne comprend pas que des aristocrates, une gens comprend aussi, je dirais, toute la constellation qui vit aux dépens de la famille de base. Alors, la gens pratique des cultes qui lui sont propres, autrement dit, il y a autant de cultes qu'il y a de gentes. La famille, la gens possède son propre droit familial qui résulte de décisions qui sont prises en commun au sommet de la gens, et seuls les patriciens sont membres du Sénat et descendent donc des patres comme je viens de vous le dire. À l'inverse, donc on voit qu'au VIe siècle avant notre ère, c'est le roi qui dispose de l'imperium, légitimé par l'auspicium, c'est-à-dire par l'accord des dieux lorsque un acte public est posé, que le Sénat n'a qu'apparemment une fonction de conseil et que les comices, c'est-à-dire le peuple lui-même qui regroupe les tribus, eh bien les comices ont un rôle, semble-t-il, qui soit limité à l'approbation de la désignation du roi étrusque lorsqu'il va débuter ses fonctions. Autrement dit, il s'agit bien d'une monarchie pure et dure, et c'est contre cette monarchie pure et dure que les aristocrates vont se révolter. Donc, en 509, il ne s'agit pas d'une révolte populaire contre la monarchie, il s'agit d'une révolte où les aristocrates jouent le premier rôle, et on va donc passer à ce moment-là d'une monarchie à une oligarchie, et il faudra, comme je vous l'ai dit, encore, si vous calculez de 509 aux années 340, il va falloir attendre encore 160, 170 ans pour que la plèbe puisse accéder à la totalité des droits des patriciens, et à partir de ce moment-là, on va voir se créer, mais là ça dépasse très largement mon exposé ici, une classe de dominants, une nouvelle noblesse, une nobilitas nova, qui comprend les patriciens et alors le haut de la plèbe, parce que la grande majorité des plébéiens, même s'ils disposent de droits formels, ne vont pas diriger effectivement
la cité. Voilà, j'espère dans cet exposé qui s'est voulu, évidemment, qui ne s'est pas voulu fouiller, c'est en aucun cas mon intention lorsque je donne des leçons destinées au grand public, et plus particulièrement à mes étudiants, qui a essayé de voir dans quel contexte la ville de Rome a été créée. On a bien compris que différentes cultures existaient dans la péninsule italique avant la fondation de Rome, qu'il y a eu une culture qui a joué un rôle plus particulier au moment de la fondation, non pas de la fondation, mais en tout cas de sa reprise en main à la fin du 7e siècle, et surtout au 6e siècle, avant notre ère, ce sont les Étrusques. On voit que les Étrusques ont marqué quand même cette culture romaine naissante. Les Étrusques sont des ingénieurs d'ailleurs. Hein. La Cloaca Maxima, c'est-à-dire le grand égout de Rome, remonte au 6e siècle avant notre ère, et que cette société romaine est en fait sous la domination d'un monarque étrusque au 6e siècle avant notre ère, d'après ce que l'on peut tirer en tout cas de textes bien postérieurs, et que la révolution qui se produit en 509, qui est aussi une date, je dirais, classique, légendaire, parce que c'est quand même un petit peu par hasard que les Romains ont choisi 509, un an avant les réformes de Clisthène de 508 qui fondent l'isonomie, c'est-à-dire la démocratie athénienne classique, quoique isonomie et démocratie n'ont pas exactement le même contenu. Je vous ai expliqué la signification du terme démos tout à l'heure, et donc on peut plus que supposer que le fait d'avoir antécédé d'un an la révolution romaine sur la révolution clisténienne, sur les réformes clisténiennes, n'est pas dû au simple hasard. Voilà. Quelques livres. La vie quotidienne chez les Étrusques de Jacques Hurgon, en Hachette, de Jean-René Jeannot, à la rencontre des Étrusques aux éditions Ouest France, Université. Les origines de Rome par Raymond Bloch, en Que sais-je. Alors là, c'est l'ouvrage le plus important sur lequel je me suis basé, aux presses universitaires de France, avec un autre ouvrage essentiel pour mon propos, du même Jacques Hurgon que j'ai déjà cité, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'aux guerres puniques, dans l'histoire et ses problèmes, collection Nouvelle Clio, donc PUF, Presse universitaire de France. Bien sûr, l'Énéide de Virgile, ça va de soi. Il faut lire, où toute l'épopée initiale, les origines de Rome sont décrites par le menu, puisqu'il s'agit donc, comme son nom l'indique, de l'épopée non pas du fondateur de Rome, mais de l'ancêtre des fondateurs de Rome, du fondateur de Rome, Romulus. Alors Georges Dumézil, alors là c'est un immense savant qui écrit de très nombreux ouvrages très très érudits et tout à fait innovants sur les mythes indo-européens et sur d'où il a dégagé cette fameuse notion de trifonctionnalité. Je vous montre ici uniquement en ce qui concerne la religion romaine. Il a écrit sur je vous ai dit, sur la religion indienne, l'Avesta, donc c'est-à-dire vieille Perse,
sur les mythes celtes, sur les mythes latins, sur la Grèce, bien entendu. On se demande parfois, on se sent d'abord un grain de sable face à une montagne quand on le lit, c'est la première chose, mais on s'interroge aussi sur la capacité de travail d'un certain nombre de savants, comme ça on se demande s'ils dorment la nuit. Le génie n'explique pas tout. Bon, la passion, évidemment, est tout à fait essentielle, mais quelle motivation pour travailler autant? Donc c'est la conjonction de l'intelligence, de la passion, bien sûr, et sans doute de capacité de travail dont tout le monde ne dispose pas. Donc de Georges Dumézil, ici, la religion romaine archaïque, avec un appendice sur la religion des Étrusques chez Payot. C'est un ouvrage de 600 pages, de 700 pages. Oui, rien qu'à voir le volume, on est déjà découragé à l'avance. Alors un autre ouvrage, alors là, qui fait, tenez-vous bien, 1500 pages, du même auteur, Mythes et épopées, c'est un grand classique, aux éditions Quarto chez Gallimard. Les 3 volumes qui avaient paru initialement dans la bibliothèque des sciences humaines, si mes souvenirs sont bons, ont été rassemblés donc ici dans cette édition commode. Et il y a toute une partie qui est consacrée justement à l'interprétation des mythes romains, à côté de bien d'autres mythes venant d'autres cultures indo-européennes. L'avantage, c'est qu'il s'agit de chapitres qui peuvent se lire indépendamment des uns des autres. Donc il ne faut pas du tout être effrayé par la dimension et l'érudition de Georges Dumézil. Ça doit se lire par petits morceaux, mais on est très vite pris par, comment dirais-je, la science, le caractère savant, et par les argumentations et les interprétations de Dumézil. Donc un tout grand savant du siècle précédent qui enseignait au Collège de France. J'ai dit